Perché, Cordes semble aujourd'hui immuable. Ces vieilles pierres donnent l'impression d'avoir toujours été là, comme si la ville appartenait au paysage. Pourtant, Cordes est née d'une fracture, la croisade contre les Albigeois. Elle a bouleversé des territoires, brisé des équilibres et dispersé toute une population. Cordes est né de la volonté du comte de Toulouse. Il a regroupé toutes ces populations disséminées ici, sur le piège de Mordagne, en sécurité, mais aussi pour pouvoir les contrôler et les taxer. Mais avant Cordes, il existait d'autres lieux, d'autres points de pouvoir, aujourd'hui totalement oubliés. À quelques kilomètres d'ici, cachés sous la terre, un souterrain pourrait être le dernier témoin de ce monde disparu. On a une levée de terre là, donc juste devant vous, qui fait tout le tour là, tout le tour de l'éperon rocheux, sur plusieurs centaines de mètres. Pause. Vous le voyez, Yann est complètement essoufflé, ce qui est totalement normal vu que ça fait une demi-heure qu'on monte la colline. Sauf que, c'est qui, à votre avis, qui porte tout le matériel depuis une demi-heure? Eh ben ouais, dans le mille, c'est Bibi à la caméra. Mais bon, apparemment, on s'en fout. On a cette levée de terre là, qui amène, viens voir, qui amène ici sur une zone plane, qui est potentiellement l'entrée du village du Castrum. On se doute pas quand même qu'il y avait un village entier qui était là, partout là. Et ouais, là avec plein soleil, ça va changer tout à l'heure dans le souterrain. Et là avec la belle vue sur Mordagne, c'était une des énigmes dans une des chasses au trésor. Le dragon de Mordiana. Les gens ont cherché longtemps, alors que Mordiana, c'est tout simplement le piège de Mordagne sur lequel est bâti Cordes. Donc là, on est sous ce qui était l'ancien castrum, en dessous, donc juste sous les remparts, si tant est qu'il y en ait. Du moins, la levée de terre qui permet avec le fossé, de protéger le castrum. Et on continue de suivre les sauvagines pour accéder au souterrain. Donc là, c'est Saint-Marcel. C'était un gros castrum d'avant la croisade contre les Albigeois, qui était possession du comte de Toulouse. Et il y a eu un très grand siège ici, avec Simon de Montfort et les troupes croisées en 1212. Mais on voit bien la position dominante dans la vallée. Et nous aussi, sur cet éperon qui domine toute la région. Là, il y a quelques ruines. Alors ces ruines, elles n'ont rien à voir avec l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir la croisade. Elles sont bien plus tardives, mais elles sont les vestiges des paysans qui venaient ici, comme c'est le cas encore actuellement, y mettre les brebis. Et donc on a des vestiges de petites caselles comme ça. C'est tout ce que j'aime. Un mur comme ça, 2 murs, 3 murs perdus dans la forêt, avec la végétation qui a repris le dessus, j'adore. Donc là, on est au pied de ce qui était le castrum à l'époque. On a une falaise d'une dizaine de mètres, là, taillée, qui naturellement forme une falaise, c'est du calcaire. Et on arrive du coup à l'entrée ou à la sortie du souterrain, ça dépend dans quel sens on le prend. Venez voir. Donc là, c'est une cavité qui est d'époque, c'est-à-dire que l'ouverture qui est pratiquée ici, c'est l'ouverture qu'il y avait au Moyen-Âge. Bon, tout ce qui est devant, vous l'avez vu, ça s'est effondré, hein, on le voit ici sur les côtés. Tout ce qui était là était probablement bâti, hein, et vous aviez donc une sortie quelque part ici, à l'endroit où je suis, qui permettait aussi de cacher cette sortie ou cette entrée. On va dire que c'est la sortie. On va faire le souterrain en sens inverse, on rentre par la sortie pour aller vers l'entrée. Mais là, on a une cavité qui est ogivale, telles qu'elles étaient faites dans notre région au Moyen-Âge central, entre le Xe et le XIIIe siècle environ. Mais on va aller un peu plus loin, de l'autre côté. Là, on a donc l'entrée d'époque, mais venez voir. Attends, j'ai une ronce qui est amoureuse là. Donc là, on est sur une deuxième entrée, juste à côté de la précédente.
Et vous le voyez, cette entrée, elle est majestueuse, elle est très grande. Elle est grande pour une raison, c'est qu'en fait, elle s'est effondrée à une époque indéterminée. Donc en fait, la petite ouverture qui était juste ici, à peu près à mon niveau, ben, tout ce qui est au-dessus s'est effondré, ce qui a ouvert une grande cavité. Et par la suite, donc on est là dans ce qu'on appelle la période moderne, 16e, 17e, 18e, 19e siècle, ben, les paysans s'en sont servis pour y mettre les brebis et parquer les brebis pour les mettre à l'abri. C'est pour ça que juste au devant ici, on a ici une pierre qu'on pourrait presque qualifier de seuil, mais en fait c'est un pilastre qui était le pilier donc de la porte qui a été faite pour parquer les brebis. Juste cette pierre qui est là, avec une porte ici qui permettait de fermer la cavité. Et on a, si on regarde bien, là, on a de la tuile qui fermait ici, qui fermait cette entrée, avec une petite toiture pour mettre les brebis à l'abri tout simplement. Donc ça, c'est une deuxième utilisation du site à la période moderne, bien après le Moyen-Âge. Bon, maintenant, on va commencer l'exploration proprement dite, en commençant par cette grande cavité. Donc ici, dans le mur, on a à la fois des oppes, ici, des trous comme ça dans le mur, qui peuvent supporter des poutres. Et on a ici des petites niches, ici, avec un petit replat, qui permettent de poser de la lumière. C'est des niches, probablement, pour y mettre une petite lampe à huile pour éclairer, puisqu'on est dans l'obscurité la plus totale à l'époque. Donc ça, c'est la première salle, alors qui s'est en partie effondrée, donc c'est difficile d'imaginer comment elle pouvait être à l'époque. Et on va aller dans la deuxième salle. Viens voir. Donc là, on est dans cette salle qui est en bien meilleur état de conservation, puisqu'on a à peu près les élévations d'époque. Il y a eu quelques éboulements, mais pas très importants. Et on a une partie des vestiges qui persistent. On a ici ce qu'on pourrait appeler un banc, du moins un replat, ici, qui permet peut-être de soutenir ou de pouvoir y mettre une planche ou quelque chose. Au-dessus, on a une petite niche qu'on voit très très bien ici, avec tout un tas de bestioles qu'on vient réveiller. Et ensuite, ici, on le voit, des très belles niches. Alors celle-là, elle est vraiment belle. Donc, qui est taillée comme ça en ogive, avec un replat. Et à l'intérieur, on voit très bien les traces des pics qui ont permis de creuser encore. Je ne sais pas si tu le vois à l'image, peut-être sans la lumière, je ne sais pas ce que ça donne. On a d'autres niches ici sur le côté. Là, par exemple, on a ici une niche ou une oppe, difficile à dire, qui répond à celle-là ici. Celle-là, elle est bien carrée, rectangulaire plus précisément. Donc pour y mettre une poutre, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on a donc l'entrée qu'on a vue tout à l'heure quand on est arrivé. L'entrée d'origine ou la sortie, ça dépend dans quel sens on le prend. En tout cas, qui a gardé sa forme originelle. Et puis, en fait, viens par ici, Noah. Au milieu de cette salle, on a un pilier central. Ce pilier, donc, qui soutient toute la structure pour pas que ça s'effondre. Ça arrive souvent quand on a dans notre région, puisque le calcaire est quand même pas de très très belle qualité. Et donc là, quand on avance dans cette partie-là, on le voit, c'est extrêmement taillé absolument de partout. On a ces sortes de replats qui sont taillés dans la roche, de part et d'autre. Viens ici, Noah. Et ici, on a un rapport de l'entrée. On a une petite une ouverture là, qui donne sur une petite, je ne sais pas, un petit espace. On pourrait y mettre un gardien, par exemple, pour garder l'entrée du souterrain. Bon, on ne sait pas trop. Et puis, vous le voyez ici, c'est formidable. Là, on a un trou qui est traversant, qui traverse toute la paroi et qui donne sur l'autre ouverture, la deuxième ouverture, celle qui est très large aujourd'hui, qui était à l'époque beaucoup plus étroite, je vous l'ai dit. Mais du coup, ça permettait de regarder qui arrive par cette ouverture. Peut-être, Lilou, tu peux passer de l'autre côté pour qu'on voit. Et Lilou rentre tout doucement, vraiment au ralenti. On imagine quand même que ce trou de visée, il a quand même un but assez défensif, parce que si on veut voir qui rentre ou qui sort, c'est qu'on a quand même une inquiétude sur la potentialité de qui peut rentrer ou sortir de ce souterrain. Donc là, on a fait les deux premières salles du souterrain.
qui sont assez vastes, avec donc ces 2 entrées. Et puis là, on va passer dans une autre phase du souterrain. On arrive dans une deuxième salle qui est ogivale, on le voit bien. Hein. Je mesure 1,70 m, donc vous voyez à peu près la hauteur, la largeur. C'est à peu près donc 1,70 m de large sur 1,80 m de haut. Elle fait environ 6-7 mètres de long. Et donc celle-là, vous voyez, elle est toute simple, ogivale. On a ensuite, vous le voyez là où on va aller tout à l'heure, donc la continuité du souterrain. Et puis de l'autre côté, on a l'entrée, alors qui a été, vous le voyez, ici, on a l'ogive. Bon, vous voyez, il y a eu des effondrements, etc. Elle n'est pas exactement comme à l'époque. Mais disons que cette salle, on peut facilement la fermer avec un système de porte pour rester uniquement dans cette salle. Si jamais, par malheur, peut-être que des personnes sont rentrées dans les premières salles. Bon, là, on a fait donc les 2 salles principales, cette salle ici, et on va entamer, vous le voyez, la remontée vers la surface qui va se faire d'un seul trait. Bon, ça me démange depuis tout à l'heure. On a tous vu le calcaire sur la tête de Yann. Alors Yann, s'il te plaît, prochaine fois, mets un casque. Je sais que t'as la tête dure, mais c'est dangereux les souterrains. Il y a un seul homme à la fois qui peut passer. Donc c'est vraiment la phase d'accès, on va dire. Il va y avoir aussi des escaliers. Allez, c'est parti. Là, on est dans une zone de l'accès qui est un peu plus large. Et on voit bien ici comment c'est taillé dans la roche, dans ce calcaire. Vraiment très beau. Et puis on n'a que des angles droits. Donc on a fait un premier angle droit, il y en aura un deuxième. Allez, c'est parti. Putain, c'est envahi de bestioles là. Allez, barrez-vous. Oh là là, l'araignée qui est là. Elle est incroyable celle-là. J'ai pas envie de la déranger. Essayez de passer dessous pour pas la déranger. Voilà. Tu la vois là? Ah oui. Devant toi, il y en a plusieurs. Alors là, on arrive vers la surface. Après avoir escaladé, après une montée d'une vingtaine de mètres, taillée dans la roche de façon vraiment assez étroite et tout en angle droit, on arrive ici à la surface avec cette cavité très ouverte qui elle aussi a probablement s'est effondrée à une période indéterminée. Venez. Alors ici on est à la surface, après donc avoir escaladé tout ça. On est donc ici sur la plateforme du castrum, donc on est vraiment au cœur de cette partie plane au sommet de l'éperon qui est assez vaste. Et ici en fait on a une structure rectangulaire qui est tout autour de l'entrée de ce souterrain. Cette structure rectangulaire, elle paraît être les bases d'une tour, ce qui voudrait dire que le souterrain est lié à une tour. Et puis dans les alentours ici, on a plusieurs lieux, plusieurs endroits où il y a des vestiges de construction, alors qui sont vraiment difficiles à voir au milieu de la végétation, mais qui ont le mérite d'exister. Et puis vous le savez, je vous en parle à chaque vidéo, mais vous avez ici aussi, vous commencez à le connaître, le fragon, le petit hou, qui est un des marqueurs d'un lieu qui a été anthropisé, qui est un des marqueurs de ce qu'on appelle la phytoarchéologie. Donc encore une fois, le fragon qui est ici très présent, alors qu'il n'y en a pas du tout ailleurs, hein. C'est vraiment très spécifique sur cette zone. Il est ce fameux marqueur que l'on voit souvent dans notre région pour le médiéval. Est-ce que tu vois dans l'entrée du souterrain? Et donc ici, je suis ici sur la base de cette tour rectangulaire. Les murs sont larges de 80 cm. Ils sont bâtis en pierre sèche, assez large. Et ici, on a l'angle. Vous voyez, on a l'angle ici de la tour. Je suis carrément dans l'angle. Et cette tour, donc, s'est levée ici comme ça, juste au-dessus de l'entrée du souterrain. Est-ce que ce bâtiment protégeait l'entrée de ce souterrain? Alors,
Les souterrains, ici on les appelle des souterrains refuges de façon traditionnelle, mais en réalité on ne sait pas exactement leur fonction. Et leur fonction a pu être multiple. Ils ont pu servir à la fois de lieu de stockage, donc par exemple comme un grenier, un lieu qui en cas de problème puisse être fortement gardé, donc pour stocker du blé et des denrées diverses. Mais évidemment, il a pu aussi servir de refuge, là aussi en cas d'attaque ou du moins de trouble, puisque vous l'avez vu quand même, il y a cette volonté d'un accès qui est quand même assez difficile, tout en angle droit où un seul homme peut passer, avec des systèmes qui peuvent être fermés par des systèmes de portes. Donc le côté refuge, il est quand même fortement envisagé, puisque si on avait voulu en faire qu'un grenier, on ne se serait pas embêté à descendre des sacs de grains de 80 kg en passant dans des angles droits et dans des façons difficiles d'accès. Ces constructions-là, ces souterrains-là, ils ont été construits entre le Xe et le XIIIe siècle. On a beaucoup d'écrits de l'époque, notamment du XIIIe siècle, qui nous parlent de ces cluselles en occitan, le creux, qui est le souterrain. On n'est pas là dans des grottes naturelles qui ont été aménagées, mais véritablement dans des constructions anthropiques où l'homme a décidé de construire sous terre pour pouvoir se protéger notamment. Ici, il y a une trentaine d'années, il y a des sondages archéologiques qui ont été réalisés par une association. On a retrouvé ici à cet emplacement des fusailloles en terre cuite. Et ces fusailloles en terre cuite qui sont très spécifiques dans notre région à une période qui est entre le XIIe et le XIIIe siècle, donc vraiment cette période-là au moment notamment de la croisade contre les Albigeois. Ce site-là, pour terminer, qui est quand même assez vaste, il y a plusieurs hectares autour de là où nous sommes actuellement, et qui est potentiellement un castrum qui était, je le pense, en tout cas c'est ma position et ma théorie, qui était présent donc avant la croisade contre les Albigeois, qui était important et qui a été totalement ruiné et déserté par ses habitants pour aller à Cordes quand le comte de Toulouse a décidé de construire Cordes. Toute cette population s'est réfugiée à Cordes et ces lieux ont été laissés à l'abandon pendant des siècles. Ce souterrain ne livre pas toutes les réponses. Il ne dit pas clairement qui l'a creusé, ni exactement ce qu'il protégeait. Mais il rappelle une chose essentielle. Avant les villes que l'on connaît, avant les cartes figées, il existait d'autres centres, d'autres vies et d'autres pouvoirs. Ici, il ne reste presque rien, et pourtant cela suffit parfois à raconter tout un monde disparu. Sic transit, Gloria Mundi.